Difficile de trouver un point commun entre tous les livres dont je vais vous parler, mis à part le format, on est quasiment que sur des poches. En tout cas, ce sont 5 livres que j'ai beaucoup aimés malgré les thèmes, les sujets totalement différents. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc parler de 5 livres dans cet épisode de podcast lecture. Et des livres plutôt pas mal. Alors, voici les livres, voici ces livres. Tac, 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 tac. Donc, comme vous le voyez, 5 livres totalement différents. La charmante librairie des jours heureux, le premier tome de Jenny Colgan. C'était bien. Un bon feel good, mais il n'y a vraiment aucun sens négatif quand je dis ça. C'est vraiment un livre dans lequel on est bien. Agatha Christie, c'est le roman d'Agatha Christie que j'ai lu pour le challenge Read Christie 2023 sur le mois d'octobre. Léonie de Marlène Scharin. On va partir sur du polar suisse. Très bien, mais... Le jour où Kennedy n'est pas mort de R.J. Laurie. Beaucoup plus surprenant parce que beaucoup plus prenant que ce à quoi je m'attendais et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis le tome 8 d'Anna Svensson, Meurtre et tarte au citron vert chez Cherche Midi. Et je commence avec cette lecture doudou. C'était mon livre audio, je l'ai écouté via Audible et vous avez dans la barre d'infos des liens pour avoir des jours, des mois gratuits si ça vous intéresse. Et donc ce livre, je l'avais dans ma palle depuis un petit moment, ça me tentait beaucoup. Ça m'a tenté pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai beaucoup aimé la série de La Petite Boulangerie du Bout du Monde. Est-ce que je l'ai là? Oui, une trilogie. Donc La Petite Boulangerie du Bout du Monde, Une saison à la Petite Boulangerie et Noël à la Petite Boulangerie. J'avais lu le premier en papier. Je pense que c'était il y a 2 ans, je faisais des vlogs à ce moment-là, des reconfis vlogs. Et les 2 suivants, j'ai dû les écouter en audio. J'ai des souvenirs de moi en train de coudre et en train d'écouter l'un des 2 en audio. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est la catégorie feel good. C'est une catégorie de livres que j'ai lu et que je lisais moins. Mais j'en ai lu et j'ai beaucoup aimé. Alors, qui est-ce qu'on a comme autrice? On a Sophie Kinsella, que j'ai adorée, que je lisais beaucoup. Il y a combien de temps? Il y a 15 ans, plus de 15 ans, hein, même, ouais, plus de 15 ans. Il y a les livres d'Isabelle Wolf aussi. Ils sont vraiment loin, mais je pourrais pas vous lire tous les titres, mais il y a Accroche-toi Anna notamment. Voilà, donc c'est un genre de livre que j'aimais bien. J'ai toujours adoré les policiers et thrillers, mais c'est vrai que c'était chouette d'avoir de lire les 2 en fin de compte. Et j'ai mis longtemps en pause cette catégorie de livres, notamment parce que j'ai lu un Sophie Kinsella, celui qui est sorti en mars-avril 2011, où ça doit être à peu près dans ces eaux-là, j'étais enceinte. C'était un tome de l'Accro du shopping, et je l'ai lu et j'ai pas du tout aimé, et là je me suis dit c'est plus mon genre en fait, c'est plus ce que j'aime, donc je vais arrêter. J'ai peut-être évolué, c'est moins mon truc. Donc j'ai mis tout ça en pause pendant, tout ce genre en pause pendant un bon paquet d'années. Et puis j'y suis retournée avec La Petite Boulangerie du Bout du Monde. Et ça m'a fait du bien, j'étais bien, je l'avais dévoré, j'avais tout le temps envie de le lire. Même si j'avais 3 minutes de lecture, je prenais mon livre pour lire quelques pages. Et bon, en 3 minutes, je suis d'accord, je vais pas en lire 50 des pages, mais bon, voilà. Et du coup, ça m'a un peu comme réconciliée avec le genre. Ça m'a ouvert du coup la porte des comédies romantiques de Noël, parce que j'étais pas sûre que ce soit pour moi, et voilà. Et j'aime bien ce côté-là en fait, et notamment en ce moment j'aime bien l'idée de lire un thriller, un polar, quelque chose de très glauque en fait, et puis juste après de lire un livre doudou et réconfortant et tout ça. Alors je vais pas dire que l'un va me réconforter de l'autre, mais j'aime bien avoir ces lectures qui peuvent paraître totalement opposées, mais qui au final sont des lectures et qui me plaisent pour des raisons différentes.
Voilà, donc très contente de découvrir cette série de Jenny Colgan que je ne connaissais pas. La série, puisque l'autrice, vous avez compris que je la connaissais. Et puis, il y en a encore plein d'autres à découvrir. Et en l'occurrence, dans cette série, La Charmante Librairie, si je ne me trompe pas, il y a 4 tomes. J'en ai... Donc là, j'ai lu le premier, j'ai écouté le premier. J'ai écouté le second, je vous en parlerai plus tard dans un autre podcast lecture. Je compte écouter le 3e et également le 4e, mais j'ai pas encore le 4e en format papier. Parce que même si j'écoute mes livres, j'aime bien les avoir en format papier. Ce livre se passe en Écosse et on va suivre Nina qui, par un chemin plein d'obstacles, hein, sinon ce serait pas drôle, eh bien va se retrouver avec un van dans lequel elle va avoir une librairie. Et elle a vraiment un amour des livres qu'on ne peut qu'adorer, qu'on ne peut qu'admirer. Et en fait, l'autrice le dit elle-même au début, je crois que c'est au début du 2e livre, elle adore les livres, elle adore la lecture. Et tout ça est transmis par Nina dans ce qu'elle va dire, dans vraiment son rapport avec les livres. Il existe beaucoup de romans qui s'appellent La librairie de Nénénia, La bibliothèque de Nénénia, et on s'attend à ce qu'il y ait justement un amour des livres incroyable qui soit décrit, et c'est pas toujours le cas. On se retrouve avec quelques chouettes citations, mais ça s'arrête là. Alors là, les citations, je les ai pas relevées, en audio c'est plus délicat. Donc c'est vrai qu'en général, quand j'écoute un livre, je vais pas noter de citations à côté. Ça m'est arrivé à un moment d'interrompre ma lecture. J'étais à la maison, j'ai pris le livre papier, j'ai vite noté la citation. Mais en tout cas, il y a beaucoup de passages qui évoquent l'amour de la lecture, le lien au livre et aussi le réconfort de retrouver un livre qu'on a lu petit, qui nous a marqué. Voilà, c'est la lecture, notre lien à la lecture au sens très large. Et du coup, je trouve ça excellent en fait. Enfin, ça nous parle tellement, c'est vrai, voilà. Donc vraiment très très bien, avec ce côté réconfort. Donc je trouve ce livre réconfortant, comme je viens de vous le dire, vraiment doux, agréable, et en même temps c'est pas tout lisse non plus, on n'a pas que des personnages gentillets, certes il n'y a pas un énorme suspense, on n'a pas de secret de famille, on n'a pas une révélation pardon, de folie à la fin, mais on se laisse porter, et avec voilà, des choses qui sont très agréables. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié avec Nina, et c'est également la même chose dans le tome 2, donc je vous en parlerai plus tard, tome 2 qui met en scène un autre personnage, mais on voit toujours Nina qui n'est pas loin. Mais en fait, les deux personnages de ces 2 tomes de cette série sont 2 femmes qui ne sont pas... qui ne sont pas forcément des femmes fortes ou qui savent tout, je ne sais quoi. Elles sont d'une grande sensibilité, elles doutent beaucoup, elles manquent de confiance en elles, toutes les 2. Et j'ai beaucoup apprécié parce que c'est pas toujours commun d'avoir un personnage principal qui ne cache pas ses faiblesses. Après, je lis beaucoup de policiers et de thrillers. Quand le personnage principal est un personnage féminin, en général, on est sur une enquêtrice qui, voilà, hyper dynamique, hyper explosive, qui doit se battre dans un milieu d'hommes, qui arrive sur des scènes de crime qui sont juste horribles. Donc voilà, on n'est pas sur, je sais pas, une femme toute... en tout cas, c'est pas là qu'on va voir sa sensibilité. On peut la découvrir dans le thriller par la suite, mais c'est pas ce qui est mis en avant. Alors que là, si. Et j'ai bien aimé parce que Nina, elle est super attachante et on a vraiment l'impression justement qu'elle va douter, etc. Et en fait, elle va nous surprendre parce que par moments, elle va vraiment foncer et elle a vraiment des envies et elle a... les apparences sont trompeuses et on va nous mettre en avant une fragilité et en fait, c'est
parfois une fragilité liée à de la timidité ou liée à d'autres choses. Mais en fait, Nina, c'est pas du tout une pauvre petite femme qui se laisse faire ou voilà, c'est pas du tout le cas. Mais j'ai bien aimé ce personnage-là en fait. Et ouais, j'ai bien aimé parce que derrière, je trouve que ça fait passer plein de choses et c'est agréable et ça change, comme je vous dis, de ce que je peux lire. Donc, très bon moment lecture. J'écoutais mon livre tout le temps. J'écoutais mon livre en me maquillant le matin, en préparant mon petit déjeuner. Dès que j'avais 5 minutes, je mettais mon livre audio. Et c'est quand même... les livres en papier, ils sont pas si fins que ça. Là, il fait plus de 400 pages. Le tome 2, il est encore plus épais, je crois. Donc, ça fait beaucoup de temps d'écoute. Mais on peut vraiment accélérer la vitesse d'écoute parce que ça, on arrive à suivre quand même. Là, à la fin du tome 2, alors, je customisais des mugs en même temps. Le tome 1, je l'ai lu principalement en faisant des petites choses dans la maison et dans la voiture. Mais le tome 2, je l'ai terminé alors que je customisais des mugs. Quand je customise des mugs, je suis très concentrée sur ma lecture en fait. Et mes mains font automatiquement des petites choses. Et à la fin, sortent un mug et disent « Oh, c'est trop bien !» Mais je suis plus concentrée sur ma lecture et j'ai pu aller jusqu'à une vitesse de 1,60, 1,65. Ce qui m'arrive quasiment jamais. Hein. Quand je suis en voiture, je suis sur une vitesse de 1,3, 1,2, 1,3. Ça dépend. Mais... ça dépend des bouchons. Quand je suis dans des bouchons, je suis en général très agacée et donc plus difficile de me concentrer. Voilà, donc bah, écoutez, si vous connaissez pas, je vous le conseille, série Doudou. Donc c'est bien de lire les tomes dans l'ordre au sein de la série, mais elle a écrit beaucoup de séries. Moi, ce n'est que ma deuxième, mais je vais continuer à découvrir Jenny Colgan. Et en fait, pour moi, j'avais tellement aimé la série de La Petite Boulangerie. Là, c'est la deuxième série. Enfin, du coup, c'est bon. Enfin, pour moi, c'est Jenny Colgan. Je foncerai maintenant. J'avais déjà entendu des personnes comparer les séries en disant ouais, mais c'est moins bien que La Petite Boulangerie. Ah, mais la charmante librairie. Ouais, mais en fait, je trouve que tout est bien. Et donc, c'est une autrice que j'aime bien. Et à voir si c'est pas une autrice que je peux utiliser pour écouter ses livres ou les lire à des moments où j'ai besoin de réconfort. Voilà. Donc genre en automne, c'est très bien quoi. Voilà, c'était La Charmante Librairie des Jours Heureux. On va passer à La Troisième Fille d'Agatha Christie. Je suis pas hyper fan de cette couverture, mais de toute façon c'est pas grave puisque je l'ai lu dans ma version France Loisirs. Voilà, qui est mis avec carte sur table. Carte sur table qui est extrêmement bien. Alors, je préfère lire dans ma version France Loisirs, mais je vous avais expliqué dans un vlog que j'aimais bien parce que dans la version France Loisirs, en général, les chapitres, il y avait un saut de page pour quand on changeait de chapitre. Mais pas pour celui-ci. Voilà. Les chapitres enchaînaient. Mais c'est écrit plus gros, c'est plus agréable à la lecture. Je lis plus vite un chapitre dans ma version France Loisirs que dans ma version livre de poche qui est plus aéré. Écoutez, j'avais pas ouvert et je suis partie direct sur la version France Loisirs parce que je sais que la version France Loisirs, il y a des sauts de page à chaque chapitre, ce qui n'est pas le cas dans la version livre de poche. Donc quand j'ai lu la version France Loisirs et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de saut de page pour chaque chapitre, je me suis dit, ah mince, c'est dommage, voilà. Eh bien, figurez-vous que là, en feuilletant à peine à l'instant, en feuilletant le livre de poche, je viens de me rendre compte qu'il y a des sauts de page dans cette version livre de poche et plus que ça. C'est même qu'il y a toujours une page blanche, enfin toujours, il y a une page blanche si nécessaire ici, parce que les chapitres commencent toujours sur cette page. Ah la vache, j'aurais dû lire la version livre de poche. Globalement ça va, hein, c'est pas... Globalement ça va. On va regarder de façon concrète. Donc, on va prendre le début du chapitre 2. Dans la version France Loisirs et dans la version livre de poche. Voilà. Alors là, le chapitre commence là parce qu'ils n'avaient pas assez de place pour le commencer ici. Non, voilà. Est-ce que vous allez voir? Alors, c'est la même traduction, mais niveau présentation, je ne sais pas où mettre mes mains pour bien vous montrer. Mais niveau présentation, j'ai quand même une préférence pour la partie France Loisirs.
alors, ça s'arrête à « Oh, je me porte comme un charme ». Je pinaille quand même un petit peu parce qu'en fait, la première page de la partie France Loisirs, elle s'arrête juste là. Il y a une ligne en plus ici. Prenons la page 2 du chapitre 2. Donc, la page 2 du chapitre 2. Sur la version France Loisirs, elle commence avec une ligne de plus, qui était la ligne en dessous, voilà. Et donc là, je ne suis pas... Voilà, c'est ça. Donc en fait, on a quoi? Ça fait 2 tiers, 3 quarts, ouais, peut-être 3 quarts. Une page France Loisirs, ça fait entre 2 tiers et 3 quarts d'une page livre de poche. Voilà, donc c'est plus aéré. Voilà, j'espère que vous avez suivi, mais je préfère lire mes Agatha Christie en version France Loisirs. Mais l'argument principal, c'était parce que c'était plus aéré et on changeait de page quand on changeait de chapitre. Mais écoutez, ça n'a pas fonctionné pour celui-ci. Déjà, ça fait plusieurs fois que je vous dis que je lis justement les France Loisirs, que c'est plus aéré et tout. Mensonge, parce que là, dans le cas de la troisième fille, c'était pas vrai. Il aurait mieux fallu que je lise la version livre de poche. Deuxième mensonge que j'ai pu vous dire récemment, je vous ai dit que je préférais vraiment les Agatha Christie du début parce que je les trouvais beaucoup plus classiques, notamment avec Hercule Poirot, avec toujours ce côté un peu huis clos, avec des personnages qu'on apprécie, et Hercule Poirot mène l'enquête et on arrive sur le dénouement, etc. Et j'ai plus de mal avec les Agatha Christie plus récents, plus proches, enfin les Agatha Christie de la fin de sa vie quelque part, parce que je les trouve assez différents, etc., etc. Je vous ai dit ça il n'y a pas longtemps. Et ce livre, encore une fois, me prouve à moi-même que c'est pas vrai en fait. Parce que là, sur la troisième fille, on est sur un Hercule Poirot avec très classique. Il est à Londres, il a une affaire, ils seront sur place. Bon, l'affaire est un peu particulière, donc vraiment c'est du Hercule Poirot classique. Alors on n'a pas Hastings, mais on a Ariane Oliver, qui est une autrice de romans policiers qui n'aime absolument pas son personnage principal qui est un héros finlandais je crois, et qui nous rappelle forcément Agatha Christie avec son personnage principal Hercule Poirot qui est belge. Et en fait Agatha Christie, on sait qu'à la fin elle aimait pas trop Hercule Poirot, et donc Ariane Oliver nous fait beaucoup penser à Agatha Christie. C'est pas un personnage que j'apprécie tant que ça parce que Mrs. Oliver, elle est un peu folle, elle est pas du tout carrée, elle est tête en l'air, elle dit des trucs, elle oublie ce qu'elle dit, elle est voilà, un côté très artiste en fait, et tout ça c'est à l'opposé d'Hercule Poirot. Moi j'adore Hercule Poirot parce qu'il est très carré, très scientifique, très mathématique, tout est vraiment, voilà, tout est logique en fait, tout a un sens, c'est comme si il avait des puzzles à faire à chaque fois, et il faut que chaque pièce prenne la bonne place en fait, et donc voilà, moi j'adore Hercule Poirot. Mrs. Oliver c'est l'opposé d'Hercule Poirot, et ce qui me titille c'est que je pense qu'elle a beaucoup de points communs avec Agatha Christie, donc ça veut dire que Agatha Christie on n'avait peut-être pas tant que ça avec Hercule Poirot, et ça c'est dommage. Mais en tout cas, là, Mrs. Oliver ne m'a pas du tout agacée dans ce livre-là. Je l'ai beaucoup apprécié. Et on a aussi le majordome de Poirot. Et on a aussi sa secrétaire, Miss Lemon, qu'on connaît bien si on regarde la série. Si vous regardez la série Poirot avec David Suchet, on la voit souvent, Miss Lemon. Mais en fait, on la voit plus dans la série que ce qu'on la voit dans des livres. Sauf dans les nouvelles. On la voit un petit peu plus dans les nouvelles. Et la série Poirot, bah, c'est à la fois une reprise de romans d'Agatha Christie, mais aussi une reprise des nouvelles. Voilà. Donc en fait, très classique et tout ça. J'ai retrouvé tout ce que j'apprécie dans les Agatha Christie classiques. Et donc voilà, je trouvais que c'était très rigolo parce que je vous avais dit tout un tas de trucs en me disant, mais moi, les Agatha Christie que je préfère, c'est les classiques de ses débuts. Bah oui, mais en fait, celui-ci, c'est pas du tout un livre de ses débuts, et pourtant ça fonctionne tout à fait. Alors c'est un livre qui est sorti en version originale en 1966, et gros point positif pour ce livre, il commence par les 2 meilleurs mots du monde, Hercule Poirot.
Ça veut dire qu'il est là dès le début et ça c'est trop trop bien. Donc moi j'ai bien aimé, j'étais bien dans ce livre. Je l'ai lu dans le cadre du challenge Read Christie 2023, organisé donc par le compte officiel d'Agatha Christie. Et donc pour cette année 2023, on a fait avec Fox & Knit une sélection commune pour vous proposer derrière des lectures communes autour des titres qui nous intéressent. Voilà, donc vraiment pour moi il était très chouette. Peut-être la différence qu'on peut trouver, si je titille un petit peu, la différence qu'on peut trouver avec les poireaux des débuts, c'est que en fait par la suite Agatha Christie, je trouve qu'elle a beaucoup plus creusé la partie psychologie des personnages qui amène parfois un côté, une certaine lenteur en fait. Je vais pas dire qu'on avait que de l'action, sauf dans Ils étaient 10, mais ce côté un petit peu oui, descriptive, etc. Bah des fois ça paraît un petit peu long, ça vient peut-être un peu casser le rythme de certaines lectures et je trouve que c'est le cas dans ces derniers. Là, on le retrouve un petit peu, elle va creuser certaines choses et notamment on a le dénouement de Poirot à la fin du livre, comme on a d'habitude, même s'il prend une place un peu moins importante. Je pourrais pas vous dire en termes de nombre de pages, mais voilà, il y a moins de pages sur le dénouement de Poirot que ce qu'on peut trouver. Mais en revanche, on le suit sur son raisonnement avant que lui-même ait le dénouement. En fait, d'habitude, on a le dénouement, il réunit tout le monde dans une salle et il va expliquer son raisonnement et dire « je suis partie comme ça, mais en fait, c'était pas, je pensais que c'était vous pour telle et telle raison, mais en fait, c'était pas possible, il y avait ça qui bloquait, mais c'est normal qu'il y avait ça qui bloquait parce que en fait, c'était pas vous. » Et il décrit comme ça. Et en fait, quand il le décrit, quand il commence à faire ça, il connaît la fin. Parce qu'en fait, il amène son auditoire à suivre son raisonnement. Il fait le point sur son enquête, en fait, pour arriver à la fin à dire bah, « j'en suis arrivée à la conclusion que c'était vous ». Là, dans ce livre, oui, on va avoir une partie dénouement comme ça, mais on va aussi le suivre en amont. Alors, pas non plus tout au début du livre, hein, mais avant le dénouement en tout cas, on va le suivre sur son raisonnement, alors qu'il n'a pas la solution. Donc on voit son cheminement, on voit où est-ce qu'il en est, et en fait il ne sait pas, il y a des choses qui bloquent encore, qui s'imbriquent pas bien, et ça m'a paru assez original. Voilà. Donc écoutez, la troisième fille, c'était une relecture pour moi, ou une re-relecture, et puis j'avais vu aussi plusieurs fois l'épisode avec David Suchet. Je continue avec Léonie de Marlène Schiarine, que j'ai lu pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un polar suisse, Marlène Schiarine est suisse. Je l'ai donc lu dans le cadre du challenge polar autour du monde. Je cherchais le nom de mon propre challenge. Donc dans le cadre du challenge polar autour du monde. Voilà, et je valide la Suisse sur le mois d'octobre. Donc pour l'instant, en janvier, j'ai fait Finlande et Suède, dans l'ordre inverse, d'abord la Suède, ensuite la Finlande, puis sur le mois d'octobre, j'ai fait la Suisse et puis j'ai fait la Belgique, je vous en parlerai dans un autre épisode de podcast. Donc, ça c'était la première raison. Deuxième raison, j'ai vu l'autrice au Festival Sans Nom. J'avais acheté ce livre à l'Escargot Noir à Sens le 27 mai 2023 et comme je la revoyais pour la première fois depuis ce moment-là, eh bien au Festival Sans Nom, c'était l'occasion de lire ce livre et lui en parler, etc. Alors en réalité, j'ai commencé le livre dans le train, en allant au Festival Sans Nom et je l'ai terminé ensuite, mais il y avait déjà 2-3 petites choses qui me titillaient et que j'ai pu partager avec elle, voilà, c'était bien. Deuxième livre que je lis d'elle, et le premier c'était Tombent les anges, et moi j'aime bien, donc je lui en ai pris un autre au Festival Sans Nom. Alors, le sujet abordé est lourd, malsain, mais l'autrice l'a extrêmement bien traité, ce qui fait qu'on n'est pas mal à l'aise, on n'est pas, il n'y a pas de la surenchère de violence ou je ne sais quoi, et ça j'ai vraiment apprécié. Léonie en fait, eh ben, elle a été enlevée. Et là, quand on regarde la couverture, elle compte les jours.
Elle compte les jours. Ça fait 5 ans, 11 mois et 30 jours qu'elle a été kidnappée par Raymond. Elle était à une soirée et voilà, elle a été kidnappée. On la voit, Léonie, au début. C'est dur. Et en fait, une fois que je vous dis ça, vous comprenez peut-être le côté sujet lourd et malsain qui aurait pu être traité d'une façon... voilà, on aurait pu voir tout le temps ce que faisait l'agresseur à Léonie. Et ça n'a pas été à ce point-là dans les détails et c'est extrêmement bien. Et ce sujet-là n'est pas non plus le sujet de tout le livre, mais ça donne une excellente base pour la suite. Et ça, c'est assez original en fait. Et alors inattendu pour moi, parce que je lis rien des 4e de couverture, donc je veux dire, je ne savais pas. et voilà, je trouve que c'est hyper intéressant. Parce que le sujet ne va pas être que ça va pas être que l'enlèvement. Et puis en fait, pour vous dévoiler un petit peu plus de choses, à un moment donné, Léonie va avoir la possibilité de s'enfuir. Même si il lui faut un peu de temps avant de franchir le pas. Et tout ça est extrêmement bien décrit. Et on se met à la place de Léonie, on comprend vraiment ce qui est écrit, ce qui est décrit. Et voilà, j'ai apprécié. On commence, on a cette affaire-là, on se dit, ah là là, ça va être terrible. Si je lis tout ça pendant un livre, pendant 300, 400 pages, de ne lire qu'un kidnapping et de voir tout ce que cette pauvre Léonie subit, ça va être horrible. Et en fait, non, c'est pas le chemin que l'autrice a choisi. Et voilà, ça apporte une bonne richesse. On a plusieurs histoires en parallèle. On n'a pas 50 personnages, on en a un petit nombre. Chaque personnage a sa propre histoire, a quelque chose en fait qui va... je sais pas comment dire, a un sujet qui va le titiller, qui va l'occuper en fait. Donc on se doute qu'à un moment donné, il va y avoir un lien. Alors il va y avoir un lien entre les personnages, ce qu'on voit assez vite et donc on comprend certaines choses. Et en fait, malgré le fait qu'on ait très peu de personnages, on en a quand même plusieurs, ce qui permet de faire un roman choral. Et en fait, on saute d'un sujet à l'autre à chaque fois, avec des chapitres courts. Donc c'est hyper captivant, hyper haletant. On a envie de savoir ce qui va se passer. Puis en fait, on est à peine dans une histoire qu'on se dit, il se passe quoi? Puis en fait, on voit un autre personnage après, puis et dans le personnage d'après, on se dit, oh là là, on finit le chapitre, on se dit, mais il se passe quoi? On avait déjà laissé un autre personnage comme ça en attente, on savait pas ce qui se passait. Puis après, on passe à un 3e personnage et on suit le personnage, on finit le chapitre, on se dit, oh là là, j'ai hâte de le retrouver. Ah bah oui, mais petit à petit, puis à un moment donné, on va retrouver le premier. Enfin, vous voyez le jeu, quoi. Enfin, c'est forcément que ça fonctionne, forcément qu'il y a ce côté hyper addictif. Et voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé que c'était hyper intéressant la façon dont c'était construit. Et puis on arrive à des révélations, des dénouements. Je m'y attendais pas. Voilà. Beaucoup de retournements de situation en fait. Et ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je vais vraiment, en tant que fan d'Agatha Christie, je vais essayer vraiment d'imaginer toutes les pistes possibles, etc. Mais alors là, j'avoue que je n'avais pas du tout vu ces choses-là plausibles, mais je les avais pas vues et c'était bien. Du coup, c'était bien par rapport à ça. Je passe maintenant à ce livre, Le jour où Kennedy n'est pas mort, de R.J. Ellory, chez Livre de Poche. Alors, il y a quelques années, 2 ans peut-être, j'ai lu 22 novembre 63 de Stephen King sur les conseils de Florence de Fluent Books, tout comme je lis R.J. Ellory sur les conseils de Florence de Fluent Books. Et ce livre, le 22 novembre 63, m'a aidé à mieux comprendre ce livre, Le jour où Kennedy n'est pas mort. Clairement, dans les 2 livres, on a Kennedy qui, alors, dans le livre de Stephen King, qui ne doit pas mourir, mais il y a une histoire de... on remonte dans le temps, etc. Ça, le livre de Stephen King a fait l'objet d'une série télévisée que j'avais regardée il y a un petit moment, même si c'est pas 100% fidèle au livre, mais voilà. Donc, mais en tout cas, le sujet est le même. Il y a un moment donné où on veut éviter l'assassinat de Kennedy, après avec les trucs un peu à la Retour vers le futur, où quand on essaye de modifier le passé, il y a des choses du présent qui vont changer, voilà, donc ça peut avoir un peu l'effet papillon en fait, hein. C'était bien fait et puis
ça, du coup, on a bien connu les personnes autour de Kennedy à cette époque-là, notamment le tueur, etc. Donc on voit plusieurs choses. Il y a plusieurs fois des scènes sur il y a plusieurs journées identiques qui sont rejouées parce que l'objectif c'est que le personnage principal arrive au 22 novembre 63 et donc on va avoir certains jours avant le 22 novembre qui vont être joués plusieurs fois dans plusieurs scénarios différents et tout ça. Et puis on espère tout au long du livre pouvoir arriver à un moment où Kennedy n'a pas été tué et qu'est-ce que ça impliquerait. Voilà, ça c'est en gros le pavé de Stephen King qui est hyper intéressant parce que hyper bien écrit en fait. Et je suis pas du tout une fan de Stephen King. J'ai lu que celui-ci, j'ai pas lu encore La Ligne verte qui est dans ma palle, même si j'ai vu 50 000 fois le film. Et vraiment, j'ai apprécié la façon dont l'histoire a été écrite. Pour moi, c'est un conteur en fait. C'est ce que je vous décris quelquefois dans des épisodes de podcast en vous disant c'est l'effet Père Castor. Il écrit vraiment extrêmement bien. R.J. et Laurie, je trouve qu'il a ce truc. En fait, dans l'écriture de R.J. et Laurie, je retrouve ce que j'ai apprécié dans l'écriture du seul King que j'ai pu lire. Et c'était assez amusant pour moi d'avoir un livre écrit par un auteur dont l'écriture me fait penser à un autre sur un sujet déjà traité par un autre. Ça peut être redondant, ça ne l'est pas, mais en même temps, je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. C'est aussi, ça va rejoindre d'autres livres qu'on peut connaître comme La part de l'autre d'Eric Emmanuel Schmitt, où là on est en train de suivre Hitler et en fait on suit Hitler avec la partie historique, ce qui s'est réellement passé, et on suit un personnage nommé Adolf et en fait c'est Hitler s'il avait été accepté s'il avait été pris à l'école des beaux-arts de Vienne, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est assez intéressant d'avoir des faits historiques marquants et qu'un auteur s'amuse à voir comment ça se serait passé si tel personnage, important malheureusement ou pas dans l'histoire, avait fait un cheminement différent, voilà. Donc, même si on est sur un sujet semblable entre 22 novembre 63 et celui-ci, moi, ça m'intéressait de savoir quelle était la vision de R.J. et Laurie sur qu'est-ce qu'il se serait passé, en fait. Et j'ai beaucoup plus apprécié que ce à quoi je m'attendais. Donc, c'est vraiment très bien décrit. Ça, c'est ce que je vous ai dit, très bien écrit, très bien décrit. On est sur un pavé de 570 pages, ça se lit tout seul. D'ailleurs, c'est un livre que j'avais acheté à un salon au Quai du Polar à Lyon le 1er avril 2023. Et donc voilà, chapitre court, ça s'enchaîne bien. Et en fait, on va alterner entre de la fiction. En même temps, tout est de la fiction parce que si Kennedy n'est pas mort, tout ce qui se passe après niveau politique, c'est faux. Mais on va alterner entre des personnages qui n'ont pas vraiment existé, en partie, et des politiciens qui ont réellement existé. Et on va voir voilà, ce que R.J. et Laurie va nous proposer comme solution alternative. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que comme j'ai lu 22 novembre 63, même si c'était 2 ans avant, le nom des vraies personnes... j'avais encore en tête le nom des vraies personnes. Et donc, quand je les ai vus apparaître dans le livre de R.J. Laurie, je revenais pas parce que je me dis, mais mince, c'est fou, il a utilisé... Enfin, c'est non seulement Kennedy n'est pas mort, donc il n'a pas été assassiné le 22 novembre 63, mais en plus, celui qui était son assassin, a une autre destinée. Celui qui a assassiné l'assassin de Kennedy, pareil. Et donc, il réutilise tout ça et il mêle... Enfin, c'est que de la fiction, mais il mêle des personnages et des personnes qui ont réellement existé. Donc, c'est bien d'avoir une petite page Wikipédia ouverte à côté pendant votre lecture, de façon à pouvoir réussir à démêler le vrai du faux et à voir tout ce qu'il a pu imaginer. Même s'il y a un fort côté politique, forcément, c'est pas...
comment dire, ça vient pas plomber le rythme du livre, c'est pas rébarbatif, c'est pas ennuyeux, c'est très bien fait parce qu'en fait les chapitres dans lesquels on a des personnages, enfin des personnes qui ont réellement existé et on les voit parler politique, etc., ce sont les chapitres les plus courts. Et voilà, moi je trouve qu'on est extrêmement bien accompagné, extrêmement bien guidé. Et voilà, je trouve que c'était un très bon livre, un très très bon livre, qui se lit beaucoup plus vite que ce que je pensais, beaucoup plus page-turner que ce que je craignais. Et voilà, donc on a cette vision-là, mais c'est pas que ça, on est sur un roman noir, on a une enquête, et cette enquête en parallèle, en plus, c'est vraiment très très prenante, donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Écriture immersive, il faut que je lise d'autres R.J. Ellory, ça tombe bien, j'en ai plein à lire. Voilà, je vous conseille Le jour où Kennedy n'est pas mort. Et on va terminer avec celui-ci, Meurtre et tartre au citron vert. Tarte, je dis tartre, non. Numéro 8, c'est l'avant-dernier de la série. J'ai lu le dernier depuis et il est vraiment très bien. Est-ce qu'on le voit là, le dernier? Ouais. Ça, c'est le tout dernier qui est sorti il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tome 8? Eh bien, je l'ai lu très vite après avoir lu le tome 7. Oh, quand j'ai lu le tome 7, ça faisait un moment que j'avais pas lu d'Anna Svensson. Je vous l'avais dit, hein, de toute façon, dans un épisode de podcast. Et puis du coup, quand je l'ai lu, poum, je sais pas, genre 2-3 jours après, je commençais celui-ci parce que j'étais trop bien. J'avais oublié à quel point j'aimais les Cozy Mystery déjà, et à quel point j'aimais les enquêtes d'Anna Svensson, qui est pour moi l'un des meilleurs Cozy Mystery qui existent. Et c'est pas pour la partie pâtisserie parce que je ne fais absolument aucune des recettes, je sais pas vraiment cuisiner. On a encore une fois une bonne dose de mystère avec des gourmandises, avec les différentes recettes, mais bon, même si on ne les fait pas, tout au long de la lecture, il y a des tests de différents gâteaux et tout, donc globalement ça donne faim. Moi ça me donne pas envie de cuisiner, ça me donne envie de manger. Et il y a de l'humour, et c'est ce qui m'a marqué le plus dans ce tome, surtout que j'ai enchaîné entre le tome 7 et le tome 8. Je trouve ce tome extrêmement marquant sur l'humour. Je trouve qu'il y en avait beaucoup plus que dans les autres, et en tout cas beaucoup plus que dans le précédent. Et donc, voilà, c'était bien. J'étais bien avec les personnages, contente de les retrouver même si je venais à peine de les quitter. Encore une enquête assez chouette. Et puis toujours ce fil rouge de Anna Svensson avec ses prétendants, avec Mike et avec Norman. Et moi qui étais très team Mike dans les premiers tomes. Déjà sur le tome 7, je commençais un peu... et puis là, clairement, sur celui-ci, sur le tome 8, j'ai vraiment été team Norman. Je trouve qu'il n'y a pas eu d'essoufflement. Et c'est quelque chose que je vous dirai certainement sur le tome 9 aussi. Mais en fait, Anna Svensson, depuis le tome 1, on voit beaucoup sa maman. On voit l'une de ses sœurs, mais la deuxième sœur, on la voit un peu moins. C'est comme ça, elle est étudiante, elle n'est pas tout le temps là et tout ça. Et là, en fait, on la voit davantage. Ça fait, là, avec ce tome 8, le tome 9, on voit bien ce trio, en fait. Elles sont toutes les trois différentes et elles sont toutes les trois attachantes pour des raisons différentes. Mais voilà, si je devais les décrire, vraiment, je n'utiliserais pas du tout les mêmes mots pour les décrire. Mais elles fonctionnent bien. Elles fonctionnent vraiment bien toutes les trois. Et ça, c'est chouette. Et en fait, ça fait que même si on a beaucoup de gourmandises, même si on a de l'humour plus ou moins marqué dans les tomes, même si Anna, elle est toujours en train d'hésiter entre Mike et Norman, on est sur le tome 8, on pourrait se dire encore, c'est la même recette, sans mauvais jeu de mots, qui est réutilisée à chaque tome, encore une fois. Ouais, mais en fait, il n'y a pas d'essoufflement. J'ai pas l'impression, moi qui ai enchaîné tome 7 et tome 8, j'ai pas eu l'impression de lire 2 fois le même livre. Et c'est là aussi où c'est fort en fait. C'est MC Beaton qui le fait très bien avec les Agatha Raisin. J'ai lu je crois les 29 premiers tomes d'Agatha Raisin, je ne suis pas encore à jour. Eh bien, on peut pas dire qu'entre le tome 29 et le premier, ce soit identique, pas du tout. D'ailleurs, je sais plus si c'est le 29 que j'ai à lire ou le 30. Bon, bref. En tout cas, elle se renouvelle énormément. Et là, je trouve que c'est pareil, en fait. On a les mêmes ingrédients,
Mais ça le fait quand même parce que les ingrédients sont dosés différemment. Et puis voilà, elle va mettre des petites touches de renouveau, plutôt chouette. Et en plus, l'autrice arrive à terminer souvent ses livres avec un suspense qui ne donne qu'une seule envie, c'est d'enchaîner avec le suivant. Voilà. C'est aussi pour ça que j'ai fait tome 7 et tome 8 de façon assez rapprochée. Il a fallu que j'attende un tout petit peu pour le tome 9, mais pas beaucoup, hein, parce que le tome 9 sortait juste après. Par contre, maintenant, je fais moins la maline parce qu'il va falloir que j'attende le tome 10. Voilà, donc toujours aussi bien. Et puis, bah, ces livres de chez Cherche Midi, présentation hyper agréable, hein, franchement. Moi, j'adore. La police de caractère utilisée, la mise en page, le papier, j'aime énormément. Vraiment, ça ajoute pour moi beaucoup à ma lecture, tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, j'ai fini. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres. On n'est pas sur des sorties récentes, hein. Celui qui est sorti le plus récemment, c'est celui-ci. Je crois pas qu'il soit déjà sorti en poche, mais ça va pas tarder chez Point. Et sinon, bon bah pour les autres, hein, on a commencé avec du Agatha Christie sorti en 1966, donc voilà, c'est pas du tout récent. Hein. Voilà, donc peut-être que vous en avez lu justement il y a un petit moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis de toute façon, on se retrouve très vite pour plein d'autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt.